Ils m'ont marié avec une femme qui devait avoir 60-65 ans et après, ils m'ont dit: «Quand tu seras âgé, tu pourras, à ton tour te marier avec une femme jeune». J'ai dit: «Mais on peut pas faire, l'inverse mais des 2 côtés». Tu te retrouves un peu à nu, tu sais, tout seul, à devoir trouver des solutions, et puis des choses, plus terre à terre. On vit dans un monde à l'heure actuelle où tu dois travailler pour gagner de l'argent qui va te permettre de payer des factures pour payer de l'eau, de l'électricité et à manger. Et quand tu es en pleine nature, tu travailles et ton travail, c'est d'aller chercher de la nourriture, chercher de l'eau, chercher de quoi t'abriter, de te réchauffer et cetera. Et c'est des choses beaucoup plus basiques et que je trouvais, plus en lien avec ce que je voulais véhiculer à ce moment-là. Mais si j'avais la possibilité de retourner en arrière, beaucoup de personnes m'ont demandé: «Qu'est-ce que tu changerais?» Eh bien, en fait, je changerais rien, mais je placerais des petites caméras à des endroits juste improbables pour filmer, en fait, ces moments d'échange, ces moments de partage. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylific, le podcast 100% outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation car ici on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors n'hésite pas à partager ce podcast, le lien est dans les notes. Un grand merci d'avance. Toutes les explications sont sur storylific.com. Ce jour, c'est avec Rémi Camus que nous embarquons pour une conversation en 2 parties. Aventurier qui n'a pas peur de se mesurer aux défis les plus ambitieux, il utilise ces défis pour communiquer sur des sujets environnementaux qui lui tiennent à cœur, dont l'eau. L'eau est devenue une thématique centrale dans sa quête de sensibilisation depuis qu'il a connu la soif, la vraie, celle qui ferait qu'on est prêt à tuer pour boire, selon ses propres termes, dans le désert en Australie. C'est cette aventure extrême dont nous parlerons dans cette première partie. Dans la deuxième partie qui sortira la semaine prochaine, nous partirons en mer pour parler de son dernier défi en date, la traversée Calvi-Monaco à la nage, traversée qui fut loin d'être de tout repos. Cette aventure a donné naissance à un documentaire qui tourne pour le moment dans les festivals et qui sera d'ailleurs projeté à Into the Blue, Festival de la mer à Bruxelles, ce 23 novembre, en présence de Rémi Camus. Allez, c'est parti pour tout connaître ou presque sur comment on est un aventurier et sa première grande et folle aventure en Australie. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipement, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Rémi Camus est un aventurier et explorateur français qui a quitté une carrière de maître d'hôtel pour se consacrer à des défis sportifs extrêmes et à la sensibilisation écologique. Son parcours est marqué par des expéditions audacieuses, notamment la traversée de l'Australie à pied, 5400 km, ça c'était en 2011, la descente du Mékong en hydrospeed, ça faisait quand même 4400 km, le Tour de France à la nage, 2650 km, et dernièrement la traversée à la nage entre Calvi et Monaco. 180 km en théorie, 250 en pratique, je pense, sur 13 jours. Voilà, on va voir pourquoi. Donc, on va se régaler en parlant aujourd'hui avec Rémi Camus, qui est évidemment membre de la Société des explorateurs français et donc qui utilise ses aventures pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux, notamment par les écoles et puis tous ceux que les aventures inspirent. Bonjour Rémi Camus. Salut MB!
Eh ben, ça fait vraiment plaisir de parler avec toi et on se verra bientôt puisque tu seras au festival Into the Blue à Bruxelles qui se déroule donc cette année du 21 au 23 novembre à Volubilis. Tu viendras donc sur place pour présenter cette aventure Calvi Monaco. J'aimerais qu'on fasse quand même un détour parce qu'il y a beaucoup de choses. On en parlait en off avant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce parcours. On a envie de tout faire. Mais donc, on va essayer de rester focus un minimum ici. Mais j'aimerais quand même qu'on parle de ton enfance. Tu étais déjà très proche des forêts, ton déclic pour te tourner vers le monde de l'aventure. Et puis alors, on abordera ton aventure initiatique, en tout cas ta première grande aventure avec l'Australie. Donc ton enfance, en fait, tu n'es pas du tout un citadin. Ah, pas du tout. J'ai grandi dans la pleine campagne berrichonne, à quelques dizaines de kilomètres de Bourges exactement. Et c'est ce que j'aime dire, c'est que mes voisins les plus proches, c'était les lapins et les chevreuils. Donc les mercredis après-midi, quand on n'avait pas cours, les week-ends et souvent les vacances, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent à la maison pour partir relativement loin, eh bien je les passais dans la forêt qui était à proximité. Et donc on construisait des cabanes. J'ai dû construire, je sais pas, peut-être 30, 40 cabanes, que ça soit au niveau du sol, perché en haut des arbres, ou même sous terre, Ah caché ouais. dans des trous d'obus. Ouais, ouais, et je suis quand même très très fier d'avoir celle-là. On a mis du temps pour la faire, mais je suis très fier parce que un jour mon père nous a suivis dans la forêt pour savoir qu'est-ce qu'on foutait dans la forêt. Et en fait, on s'est dépêché de rentrer dans notre cabane qui était faite avec des morceaux de bois dans un ancien trou d'obus. Et mon père a marché en fait sur le dessus de la cabane, et je l'entendais marmonner dans sa barbe et tout ça avec sa cigarette. Et il ne savait pas où est-ce. Et en fait, il était juste au-dessus de nous, et on était cachés, et on était morts de rire parce qu'on avait réussi à fabriquer une cabane qui soit invisible. Donc, on était très fiers de nous. Yes. Donc, Ok. j'ai grandi à la campagne, ouais, exactement. Et la ville était un environnement qui me faisait très très peur. Je comprenais pas en fait, et je le comprends toujours pas, hein, mais les gens qui courent vite, qui vont aller partout, etc., qui se dépêchent pour faire, je sais pas quoi, plein de choses, et qui essayent de rattraper du temps, alors que je trouve que l'une des plus belles choses qu'on peut avoir, c'est de savoir perdre du temps, et c'est une force, je trouve, à l'heure actuelle, de savoir perdre son temps. Et me retrouver en ville, j'avais ce sentiment en fait de pas avoir le temps que je voulais, alors que quand j'étais dans ma forêt en train de faire mes cabanes, ou en train de faire des feux avec mes copains, eh bien j'avais l'impression d'être en accord avec mes valeurs, et de perdre du temps, mais je sais pas, d'une façon qui était plus proche de ma nature et des valeurs. Ouais, ouais, ça c'est un truc, ah ouais, tu commences directement dans le dur là, parce que ça c'était une des questions que j'avais envie de creuser avec toi. Bon, peut-être apprendre à te connaître d'abord, parce que sinon cette notion de c'est quoi finalement perdre son temps, ça m'intéresse à fond dans ton parcours, donc on revient dessus, je te promets, on revient dessus. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, on va faire déjà un petit tour donc voilà, donc cette enfance proche de la nature. Après, tu avais commencé un parcours quand même un peu citadin puisque tu t'étais axé vers la restauration. Je crois que c'est parce que ça permettait de voyager aussi que ça t'a intéressé, c'est ça? Ouais, il y a un peu des deux. La restauration, ça permet de rencontrer plein de personnes. C'est un très beau métier. Vraiment, c'est un très très beau métier, un métier de valeur, où on te demande d'être présent à l'heure, on te demande d'être bien habillé, on te demande d'avoir une tenue correcte face à ta clientèle, on te demande d'avoir des connaissances sur les mets, les vins, les accords mets et vins, les fromages, etc. On te demande d'avoir une certaine connaissance des pays, parce que quand tu viens vendre certains de tes produits, notamment que ça soit sur du local ou même des vins qui sont étrangers, il faut savoir un peu vendre tout ça. Donc il y avait un côté très respectueux des valeurs, et j'aimais beaucoup ce métier de service qui m'a permis effectivement de voyager facilement, de pouvoir en vivre, parce que la restauration, il suffit, j'allais dire, de taper à la porte d'un restaurant, et vas-y, travaille, c'est parti. De toute manière, ils ont toujours besoin de personnel, donc dès que tu avais un peu de connaissances et que tu étais un peu débrouillard, en quelques minutes, tu travaillais, quoi. Donc ça, j'avais beaucoup aimé cette partie-là, et ça me permettait effectivement de voyager facilement, déjà en France, pour gagner ma croûte. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui a créé ce déclic pour te dire: «Bah non, tout compte fait, moi, ce que je veux, c'est plus être dans l'aventure, dans la nature»? En fait, c'est un mix de plein de choses. La restauration m'a beaucoup apporté, et en fait, ce sont que
des constats que j'ai pu faire sur une partie en amont qui m'a fait prendre conscience d'eux, de me dire peut-être qu'il faut faire ci, etc., etc. Mon premier déclic, ça a été de me rendre compte que l'anglais était une base linguistique essentielle, que ce soit pour du commerce, du marketing, etc., mais déjà pour pouvoir échanger avec le reste du monde. Tout le monde parle anglais. Enfin, les Français un peu moins bien, mais on va dire tout le monde parle plus ou moins anglais. Et quand je me suis retrouvé au restaurant à devoir prendre des commandes avec des Anglais ou des étrangers en règle générale, je me posais la question de mais c'est un truc de dingue, j'arrive pas à avoir une vraie conversation avec eux. Et ce qui était encore plus énervant, et là c'était sur une partie économique, c'est que dans la restauration, la personne qui prend la commande et qui fait le suivi de la table, si à la fin du service, ce n'est pas un pot commun pour les pourboires partagés entre la cuisine et la salle, mais c'est uniquement pris pour le serveur qui a suivi la table, etc., eh bien, il prend les pourboires pour lui. Et dans les quelques établissements que j'ai pu faire, certaines fois, c'était un pot commun, on partageait les pourboires, et des fois, eh bien, c'était simplement le serveur qui avait pris la commande et fait le suivi de la table qui récupérait cet argent. Et les étrangers ont pour habitude, je pense que c'est le fait aussi de voyager, on a toujours fait ça, notamment aux États-Unis, on laisse 10% de la note en termes de pourboire parce que aux États-Unis, les serveurs ne sont pas payés avec un salaire fixe comme chez nous en France, etc., mais ils sont payés au pourboire. Exact. Donc, la plupart des étrangers, quand ils viennent en France, ils pensent que en France, c'est le même principe. Donc, ils laissent toujours 10% de la note. Et ça m'énervait que mon collègue qui parle anglais comme une vache espagnole, qui récupère les 15-20 balles, et moi, j'avais rien. Et je fais non, c'est juste pas possible. Donc ça m'a mis un gros coup de pied aux fesses de me dire, à mon tour, je pars et je vais apprendre l'anglais parce qu'il faut que je puisse dialoguer facilement. Donc j'ai fait mon premier voyage en Angleterre. De l'Angleterre, je suis parti voyager en Nouvelle-Zélande parce que j'avais rencontré une personne qui m'avait dit la Nouvelle-Zélande, c'est extraordinaire, c'est super beau. Et vu que je suis quelqu'un qui Oh, il prend a des pas menti, hein. Ouais. ah, c'est extraordinaire. On m'a déjà demandé si je voulais retourner en Nouvelle-Zélande et j'ai dit oui, j'aimerais beaucoup retourner en Nouvelle-Zélande, mais je n'irai pas parce qu'en fait, je veux garder intact mes souvenirs que j'ai vécus en 2008 d'une nature très sauvage parce que je sais que la Nouvelle-Zélande c'est très développé et en fait j'ai envie de garder ce côté très authentique que j'avais alors que maintenant je pense que c'est beaucoup plus tourné effectivement sur une population plus importante et j'aimerais beaucoup garder ce côté-là. Donc je suis parti en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, je suis revenu en Angleterre, je suis parti après en Pologne, etc., etc. Et cetera. Et donc j'ai commencé à apprécier les voyages, mais pas le simple voyage de prendre un billet d'avion et d'aller se poser sur une plage à Phuket en Thaïlande et puis regarder le soleil se coucher en sirotant des mojitos. Je voulais que ça soit un peu plus profond que ça. Ouais, Je donc voulais tu aimes le voyage, pas le tourisme, quoi. C'est ça, je voulais vraiment aller rencontrer les gens et passer du temps avec eux. Et donc, mes premiers voyages ont été tournés là-dessus. Et c'est en revenant en France, en me raccrochant une dernière fois à la restauration, parce que je voulais vraiment obtenir le poste qui me faisait rêver. C'était un jour de devenir maître d'hôtel. Et donc, je suis rentré dans un établissement étoilé à côté de Genève. Je suis rentré en tant que chef de rang et j'ai monté les échelons et j'ai terminé en étant maître d'hôtel. Et pour moi, c'était voilà l'aboutissement de beaucoup de travail et puis une façon de raccrocher avec la restauration parce que j'ai terminé avec un établissement avec des patrons qui étaient très tournés vers l'humain, vers les employés et où on passait des moments extraordinaires et je regrette pas du tout. J'ai passé 10 mois à leur côté et c'était 10 mois qui ont été magnifiques parce que j'ai pu apprendre encore plein de choses sur les accords mets-vins, etc. Et c'est là où ça m'a fait vraiment prendre conscience que c'était un beau métier, la restauration. Et au détour d'une brocante en 2010, je suis parti avec ma maman prendre du temps en Bretagne. Et comme ma mère est quelqu'un qui aime bien chiner et fouiller dans n'importe quoi pour trouver des petites babioles, eh bien, on s'est retrouvé sur une brocante sur notre première journée de vacances. Et je suis tombé sur l'étalage d'une femme qui vendait toute sa collection de livres. Et il y a un livre, euh, mais je cherchais sans chercher. C'était juste de la curiosité de regarder un peu ce qui pouvait se passer sur cette brocante. Et je suis tombé sur un livre d'un Lyonnais, Jamel Bali, qui doit avoir 60-70 ans maintenant, qui doit être un peu plus âgé.
Et Jamel a fait quelques aventures en courant. Il en a fait une, je crois, où c'était un de ses amis qui lui avait demandé quand est-ce qu'il allait venir boire un thé à Shanghai. Et l'autre, il lui a dit, ben, j'arrive. Et il est parti de France et il a couru jusqu'à Shanghai pour aller boire un thé. J'ai trouvé ça très rigolo, la démarche. Et le livre que j'ai acheté, ça s'appelle Au cœur des Amériques. Et c'était son parcours en partant complètement euh, d'Alaska pour aller jusqu'à Terra del Fuego, donc 24 000 kilomètres en courant en un an et demi. Et en fait, le bouquin, je l'ai acheté juste par curiosité. Et en fait, ce que j'aimais beaucoup à travers son livre, sur les quelques feuilles que j'ai pu lire sur la brocante avant de l'acheter, c'est que c'était pas un étalage comme certains peuvent faire malheureusement à l'heure actuelle, de leurs défis sportifs, etc. Mais ça allait au-delà. Son moyen de locomotion, c'était la course à pied. C'était sa façon de se déplacer d'un point A à un point B, comme certains auraient très bien pu prendre le cheval, un âne, une voiture, un camion, un vélo, peu importe. Lui, il voulait le faire en courant. Et donc, c'était un moyen d'interpeller facilement la population locale, de leur dire: ouh, voilà, bonjour, et j'aimerais bien vous rencontrer. Et puis, forcément, ça interpelle quand on commence à lire le livre et que le mec, il te dit, bah, je suis parti d'Alaska et que ça fait plus de 12 000 kilomètres qu'il court. Ça, forcément, ça interpelle les gens. Et ce que j'aimais à travers son livre, c'était les rencontres qu'il pouvait faire au quotidien. Et c'est ça que je trouvais excitant, c'est que tous les jours, il savait pas du tout ce qui allait se passer. Et c'est ce que je voulais vivre, en fait. Je voulais vivre des choses intensément et de me dire, j'ai envie d'aller à la rencontre des gens, j'ai envie d'aller à la rencontre des cultures et qu'ils puissent me partager leur quotidien et de voir comment les choses évoluent à l'autre bout du monde dans certains endroits. Et c'est comme ça qu'est né le projet de l'Australie. Vu qu'il l'avait fait en courant, je me suis dit, bah, le mec, il a 2 jambes et 2 bras, jusqu'à preuve du contraire, il est à peu près comme tout le monde. C'est pas écrit, c'est pas Superman, il a rien de particulier, il s'est juste donné comme objectif de traverser l'Amérique. Bon, bah en fait, s'il l'a fait, je peux le faire aussi avec de l'entraînement. Et donc je me suis mis en tête de vouloir traverser un pays en courant. J'ai mis du temps à trouver l'endroit qui me faisait rêver, mais vu que j'avais déjà été en Australie et que je connaissais bien le continent, je me suis dit pourquoi pas repartir en Australie et d'aller à la rencontre des, euh, des premiers hommes presque sur Terre. Enfin, les aborigènes, ça fait plus de 40 000 ans minimum qui sont en Australie. Donc je me suis dit, ça pourrait être très intéressant d'aller les rencontrer, cette population qui a su faire perpétrer vraiment une tradition de génération en génération pendant des milliers, des milliers, des milliers d'années, sans qu'il y ait vraiment un vrai changement, bouleversement sur leur mode de vie, à part depuis 1789, depuis que les Blancs sont arrivés en Australie. Mais cette population n'avait jamais vraiment évolué. Ils étaient vraiment restés des gens très tournés vers la terre, vers les cueillettes, un peu de chasse, un tout petit peu d'élevage, etc. Mais c'était un peuple nomade qui restait pas forcément en place et qui se déplaçait. Et donc, je trouvais que c'était une belle façon de retourner en Australie et d'aller les rencontrer. Donc, j'ai mis ce projet en place. J'ai mis 8 mois pour tout préparer. Autant te dire que je connaissais rien du tout. Quand je dis je connaissais rien du tout, c'est que j'avais jamais fait de course à pied en compétition. Moi, je courais juste comme ça pour le plaisir, parce que je trouvais ça marrant de temps en temps d'aller courir, tu vois, mais rien d'exceptionnel. J'ai fait du sport quand j'étais gamin. J'ai fait un peu de judo, j'ai fait un peu de foot, mais ça m'accrochait pas plus que ça. Je passais plus de temps dans ma forêt à grimper dans les arbres, donc j'avais une certaine condition physique parce que je passais mes journées à monter, descendre dans les arbres, à soulever des troncs d'arbres pas possibles pour pouvoir construire les cabanes à 5-6 mètres du sol. Donc j'avais une certaine condition physique, mais j'ai jamais vraiment fait de sport très longtemps dans les clubs. Donc quand je me suis lancé à vouloir mettre en place ce projet de l'Australie en courant, bon, bah, il a fallu déjà très rapidement se mettre en condition physique. Mais au-delà de la condition physique, il a fallu monter un dossier de présentation. Il a fallu aller démarcher des partenaires, l'enfer, démarcher des partenaires quand on ne sait pas faire ça du tout. Enfin, c'est un métier d'aller trouver des gens, etc. Et puis, Ouais, tu disais que les premiers dossiers que tu avais montés, tu te disais oh, au secours quand tu les regardais maintenant. je les ai gardés, tu sais. Hein. J'ai gardé mon dossier. Hein. Il est dans mon bureau et je l'ai gardé parce il est truffé de fautes. Il est pourri, il ressemble à rien du tout. Les images sont mal faites, etc.
mais je m'en fous en fait. C'est ton premier dossier et tu vois, c'est une base de Exactement. travail et des fois je le montre, j'emmène ce dossier des fois, dans les écoles, dans les lycées pour montrer aux enfants. Je leur dis: «Regardez, j'ai fait, arrêtez de vous comparer à certaines personnes et de dire: "Ah je suis pas bon" et cetera». Je fais: «Regardez mon dossier». Je fais: il était ce qu'il était. Je fais: «Mais moi, je vous parle de choses, vous avez 17 ans». Je fais: «Moi, j'ai fait ça, j'avais 26 ans». J'ai fait: «Je connaissais rien du tout, j'étais dans la restauration, moi j'ai appris tout sur le tard, je connaissais rien du tout de tout ça». Et forcément, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à apprendre quand on se lance dans ce genre de projet. Donc il a fallu, tout Et tu as apprendre. trouvé? Tu as trouvé un partenaire avec ton petit Ah dossier oui, là? oui, En j'ai trouvé plus, bah quelques oui, comme partenaires, quoi. mais c'est pas très simple. Tu vois, il y a beaucoup de gens à l'heure actuelle qui, enfin, on voit à travers les réseaux, ça pullule, il y a plein de personnes qui partent en aventure, en exploration et en fait, c'est ce que j'ai il y en a beaucoup qui me contactent et je leur dis: «Vous avez une chance inouïe, c'est qu'à l'heure actuelle, eh bien, vous avez quand même une certaine facilité pour pouvoir avoir de l'information sur comment monter les choses, etc., etc. Chose que en 2010, c'est- quand tu débarquais pour aller voir un partenaire, pour leur expliquer que tu voulais traverser un pays en courant du sud au nord, etc., la plupart des gens te regardaient avec des yeux genre, mais ils viennent nous dire quoi là? Personne ne faisait confiance parce que c'était quelque chose qui sortait complètement du cadre et on n'avait pas l'habitude de faire ce genre de truc. Donc forcément, ça suscitait du questionnement, un peu d'intérêt et surtout de la peur. Et la plupart des gens, ils ne voulaient pas, j'allais dire, subventionner l'enterrement d'un mec en plein milieu du bush Ouais, australien. ouais, c'est ça, Donc c'est normal. j'ai mis Ça du fait temps. désordre. Exactement. Et j'ai mis du temps, mais j'ai trouvé des partenaires. Alors, c'est ce que je dis à certains petits jeunes qui se lancent. Ils me disent ah, j'aimerais bien contacter telle ou telle entreprise. Et puis, quand je regarde un tout petit peu les entreprises qu'ils essayent de cibler, je leur dis mais tu te rends compte que c'est une multinationale? Ils me disent ouais, ouais, je sais. Je fais mais c'est pas pour être méchant, mais tu es qui pour cette multinationale? Il fait bah, je sors de l'école, etc. Je fais mais tu te rends compte comment est-ce qu'une multinationale peut investir un budget sur ton aventure s'ils ne te connaissent pas? Et c'est ce que je leur dis, je fais, il vaut mieux resserrer la zone de chalandise, entre guillemets, de prospects, et au lieu d'aller chercher des multinationales qui ne savent pas du tout qui tu es, je vais va chercher autour de chez toi. Tu vas voir le boulanger chez qui tu vas acheter ton pain tous les jours. Tu vas chez je sais pas moi, le boucher, tu vas dans le petit garage du coin, etc. En fait, c'est des gens qui te connaissent parce qu'ils te voient de temps en temps, tu viens passer. Et en fait, ça, c'est une première zone de création de relations. Et même s'ils vont pas te sortir un budget de 30 000 € pour ton aventure, ils vont peut-être te sortir un budget de, allez, 250, 300, 500 balles. Mais c'est pas grave. C'est déjà une première source de motivation et un premier Clairement. partenariat. Voilà. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé comme ça, en allant voir que des gens que je connaissais, chez qui j'allais manger, des restaurateurs, des personnes qui avaient quelques petites entreprises à droite et à gauche que je connaissais. Et c'est comme ça que j'ai réussi à monter un tout petit budget. J'en ai mis, moi, une grosse partie de ma poche également. Mais après, j'ai été voir que des personnes que je connaissais. Parce que c'était des gens, et c'était, encore une fois, on parle d'humain, et c'est exactement ça, c'est que les gens, à un moment donné, ils veulent pouvoir mettre un visage sur l'aventure et ils te font confiance parce qu'ils te connaissent. C'est des gens à qui tu serres la main presque 3-4 fois par semaine parce que tu vas les voir pour aller chercher du matériel. C'est des gens avec qui tu discutes, même si c'est 2-3 minutes quand tu achètes ton pain, etc. Mais en fait, ils savent directement, ah bah oui, c'est RMI. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc tu t'es retrouvé là en Australie avec, tu tirais Une petite remorque fabriquée par mon papa. Enfin, on l'a fabriquée ensemble. Et qui a tu vois, bien tenu? qui a pas tenu très longtemps. Mais elle a été rafistolée en Australie. Mais, mais tu vois, j'en parlais il y a pas très longtemps sur un tournage YouTube. Mmh. Et, et c'est ce que je disais, que l'aventure en elle-même, la plupart des gens la suivent sur les réseaux et ainsi de suite, mais ils suivent ce qui se passe pendant. Il y a l'après où tu vas faire un documentaire, un film, un livre, etc., où ça suscite un peu de l'intérêt. Mais les gens ne regardent pas vraiment ce qui se passe avant, toute la phase de préparation, qui pour moi est très très importante et que je trouve très excitante. Et tu vois, si j'avais eu à l'époque, mais tu vois,
Je le savais pas et je savais pas du tout comment ça fonctionnait. Mais si j'avais eu la possibilité, si j'avais la possibilité de retourner en arrière, beaucoup de personnes m'ont demandé qu'est-ce que tu changerais. Eh bien, en fait, je changerais rien, mais je placerais des petites caméras à des endroits juste improbables pour filmer, en fait, ces moments d'échange, ces moments de partage. J'ai peu de, tu vois, de souvenirs visuels avec mon papa qui est mort il y a 2 ans. Et en fait, j'aurais tellement aimé cacher une GoPro, tu vois, dans son bordel de garage, quand on était en train de fabriquer cette remorque, en train de découper les plaques d'alu, quand il était en train de me gueuler dessus, il fait: ah, mais t'es vraiment un crétin, tu comprends rien, faut pas couper comme ça, le boulon, mais c'est un boulon, mais prends une clé à pipe de 10, tu vois bien qu'il faut serrer ici. Ah oui, oui, bah c'est bon, gueule pas. Ah, mais on n'utilise pas un poste à souder pour souder de l'aluminium, ça ne fonctionne pas. Ah d'accord, mais c'est bon, papa, pas peine de... Et tu vois tout ça, j'aurais tellement aimé l'avoir et de le garder, tu vois, en secret et juste de replonger dedans parce que ça, c'est des moments qui pour moi sont, ça vaut tout l'or du monde. Et Préparer au-delà, ensemble, construire ensemble, la voilà, au-delà de, co-construction. Ouais. de l'aventure en elle-même, de ce que j'ai pu vivre en Australie avec les aborigènes, etc. Mais il y a toutes ces relations qu'on a créées sur un projet pour lequel mon père était pas du tout optimiste. Pour lui, c'était une connerie de faire ça. Il fait: tu vas crever en Australie. Mais tu sais quoi? T'es mon fils, donc je vais quand même t'aider à construire cette saloperie de remorque pour pouvoir traverser l'Australie en courant, même si j'en ai pas envie. De toute manière, si je le fais pas moi, tu vas faire une demande à quelqu'un d'autre et tu vas quand même partir en Australie. Je dis: bah oui. Je dis: bon, donc du coup, je vais t'aider à le faire. Et tu vois, ça, j'aurais Mmh. tellement aimé pouvoir le garder. Ça, Ah, c'est c'est ça, c'est beau. super important. On parle Ouais. d'humain, on parle de rencontres, on parle d'échanges, et ça, pour moi, c'était super. Bah oui, carrément, carrément. Ouais, non, tu avais l'air d'avoir un chouette papa, quoi. Alors, il était ce qu'il était, tu vois. Tu sais, on le dit souvent quand on est jeune, on dit oh, mon père. Quand on a 15-16 ans, on dit mon père, c'est vraiment un gros con. Quand on a une 20-25 ans, on dit mon père, il avait peut-être pas tout à fait tort. Quand on a 30-35 ans, on se dit mon père, c'était vraiment un mec cool. Et puis quand tu as 40-50 ans, tu dis peut-être mon papa, c'était un mec bien en fait. J'ai appris Ouais. plein de trucs Tu comprends aussi, quand tu as ton premier enfant, tu dis: «Ah ouais, quand même». Aussi, je trouve que tu comprends beaucoup mieux tes parents, genre, tu deviens parent toi-même. Ah bah, je suis papa depuis 2 ans et 3 mois et effectivement, il y a plein de choses qui, tu vois, sont enfouies à l'intérieur sur lesquelles tu n'arrives pas à mettre des mots parce que tu es ado, parce que tu es un jeune Mmh. adulte, parce que tu rentres dans ta vie active, mais tu es célibataire, tu rencontres quelqu'un, etc., jusqu'au jour où tu décides d'avoir un enfant et c'est pas tout de suite, mais après 1 an, 2 ans, quand tu commences à voir l'enfant toucher à tout, etc., il y a plein de choses qui viennent. Tu fais: ouais, ah oui, c'est vrai que effectivement, je peux pas leur jeter la pierre. C'était une autre époque, une autre mentalité, et en fait, ils ont fait au mieux, ils ont Tant fait ce mieux, qu'ils ouais, ont pu, exactement. et, Mmh. ils m'ont donné une belle éducation avec les éléments qu'ils avaient à l'époque. Donc, Ouais, je me souviens quand j'ai été maman moi-même, je crois que ma fille n'avait qu'une semaine, que j'ai appelé ma mère, j'ai dit: «Maman, pardon pour toutes les fois où je t'ai pas donné de nouvelles parce que je me rends compte, ça devait juste être horrible en fait. Toi, tu es juste en train de prendre ton indépendance, content, tu m'appelles quand tu arrives en vacances, hein? Ouais, ouais» et puis tu appelles, 3-4 jours après à être arrivé et cetera, avec une maman qui essaie de rester, tu sais, tu le sourire un peu forcé au téléphone, qui va pas t'engueuler: «Ah, je suis quand même contente d'avoir de tes nouvelles» et cetera. Je dis: «Ouais, ouais, ça va, je vais bien». Puis alors, tu regardes le petit truc que tu as dans les bras et tu dis: «Me fais pas ça, hein!» exactement, ouais, mais complètement. Je te comprends à 100%. C'est exactement ça. Mais donc c'est chouette parce que tu as tout ce soutien, tu insistes souvent, là-dessus et c'est vrai que c'est super important. C'est le camp de base, c'est ton équipe, c'est la famille, c'est les amis, c'est tous ceux qui t'ont aidé à prendre ton envol, hein, parce qu'une aventure ne se fait jamais seule. Même quand on ne voit qu'une personne en solitaire, ouais, on peut être solitaire parce qu'on a été entouré, en fait, et qu'on le sera encore. Mmh. Exactement, et c'est ce que je dis très souvent, c'est que la personne qui réalise ou qui fait, il se trouve en haut de la pyramide, et c'est celui qui est le plus proche du soleil et qui brille et qui prend la lumière le plus facilement. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a encore jamais vu les Égyptiens commencer la pyramide par le haut de la pyramide. On commence par une base solide qui tient. Et en fait, ça, c'est extrêmement important d'avoir cette base solide et surtout de les remercier et de les mettre en avant et de les impliquer. Tu vois, moi, quand on me demande principalement, tu vois, sur le Tour de France
à la nage ou même la dernière, le Calvi Monaco en totale autonomie, eh bien, quand j'en parle, je dis on a fait un tour de France à la nage où on a traversé la Méditerranée. Et donc souvent les gens me disent ah mais vous étiez en fait vous étiez plusieurs à nager. Je dis, non non, j'étais tout seul à nager. Mais en fait, Mmh. il y avait toute une équipe qui était là. Bah, ouais, Et cette équipe-là, en fait, si elle n'avait pas été là, il y avait j'aurais pas jamais réussi. J'aurais jamais mmh. réussi à nager 2650 km pendant 3 mois et demi s'il m'avait pas mis des coups de pied au cul tous les jours pour me dire Rémi, debout, Rémi, lève-toi, Rémi, va manger, Rémi, va te coucher, Rémi, il faut nager, Rémi, habille-toi, mets ta combinaison, allez, dans l'eau, il faut nager 12 heures, encore, encore. J'aurais jamais réussi. C'est parce qu'il me poussait dans mes retranchements au quotidien. C'est ça qui m'a donné l'impulsion de me dire allez, on y va, allez encore, 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 on va y arriver, on va y arriver. Et quand tu arrives à Monaco et que tu sors sur la plage du Larvoto et que tu te retournes et que tu vois je sais pas, il y en était peut-être une trentaine de bénévoles sur la plage, et tu te dis, et ça, c'était qu'une toute petite partie. Ceux qui avaient pu faire le déplacement pour l'arrivée à Monaco, il y en avait plein qui ne pouvaient pas parce qu'ils habitaient à l'autre bout de la France. Et là, tu te dis, c'est incroyable. Ce qu'on a réussi à faire avec une poignée de 100, 150 bénévoles au quotidien qui se relayaient, etc., c'est extraordinaire. Et, Ouais, c'est euh, génial, c'est et ça, génial. ça donne un nouveau souffle et ça te fait prendre conscience qu'on a une chance inouïe en tant qu'humain de vivre des choses intensément avec d'autres personnes. Et c'est ce qui me transcende dans les projets. Que ça soit de le faire seul ou même en équipe, eh bien, ça reste toujours le même plaisir parce que certes, tu fais ton aventure tout seul, mais tu la partages avec d'autres indifféremment sur la phase de préparation, ou comme j'ai pu en Australie en 2019, lorsque j'ai emmené des stagiaires rencontrer des aborigènes, mais là, tu vis un truc intensément avec d'autres et tu les emmènes jusqu'à la victoire. Et c'est extraordinaire de voir, une fois que le projet est terminé, tu vois des gens en train de pleurer ou à genoux qui n'en peuvent plus et qu'ils ont réussi à marcher 400 km sous 50 degrés de température en ayant très peu d'eau et très peu de nourriture. Et tu te dis, bah, vous voyez, vous avez réussi à vous surpasser. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, à l'heure actuelle, qui se sous-estiment ou qui se comparent à d'autres de par le fait d'avoir des réseaux sociaux, etc. Et là, en fait, tu les emmènes à la victoire et je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir le vivre avec d'autres. Carrément et ça, je trouve, c'est le moment magique, c'est quand l'aventure devient plus grande que toi. Heu, Quand tout à coup, tu te rends compte que ton rêve en fait rêver d'autres, que tu as des gens qui commencent à te contacter, ploc, 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 ploc et puis qui voilà, c'est de ces bénévoles qui ont fini par t'entourer, et puis que parfois, quand toi, bah, tu as envie d'abandonner, tu dis: «Oh, oui, mais non, mais attends, il y a tous les autres, je peux pas». Donc ça te Exactement. tient aussi, ça te porte, quoi, hein, ça les porte, ça te porte. C'est là que ça devient vraiment, c'est le beau dans l'aventure, moi, je trouve. Enfin, voilà, ça, c'est mon Exactement ça. opinion. Et donc l'Australie, tu arrives là-bas, hein. Qu'est-ce que tu penses? Comment ça commence? Et puis on va vraiment parler des aborigènes parce que ça, c'est des gens qui me fascinent complètement. Ils ont une vision du monde qu'on a même du mal à comprendre tellement, elle a évolué pendant des millénaires, très, très loin de notre mode de pensée. Mais donc, tu débarques là-bas, c'est ta première énorme aventure. Là, tu te prends une claque parce que tu te dis, il y a une phase de préparation qui a été faite, mais elle est faite avec les éléments de l'époque, ce que j'avais sur comment faire, etc. Donc, je pars du principe où je me suis bien préparé, mais avec les connaissances que j'avais moi, pas forcément avec tous les tenants et aboutissants. Et c'est comme, j'allais dire, pour faire une transition, on en parlera peut-être, tu vois, avec le réchauffement climatique, c'est la même problématique. C'est que tant qu'on n'est pas au pied du mur, on se dit toujours qu'on a le temps. Eh bien, une aventure, c'est pareil. C'est qu'on est on est en train de préparer et on est à une semaine du départ. Bon, encore une semaine, hein. Bon, après, on est à quelques jours du départ, on dit ah, encore quelques jours. Et après, on est à la veille du départ, donc on est à quelques heures du départ. Puis ensuite, il ne reste plus qu'une heure, on est à quelques minutes du départ. Et quand on donne le départ pour, je sais pas, à 9 heures, et on se retrouve, il est 8h55 sur le trottoir et on doit partir, mais en fait, on est à quelques minutes, quelques secondes du départ. Et là, en fait, on est au pied du mur, on se prend une claque, mais monumentale, et on se dit, merde, mais c'est maintenant, en fait. Là, en fait, je fais un pas en avant et je commence mon aventure. J'ai juste à faire un pas. Et je crois que ça a été le pas le plus difficile que j'ai pu mettre en avant parce que la suite, le Mekong, j'ai eu un petit peu cette difficulté, mais j'avais déjà
certaines connaissances avec l'Australie. Le Tour de France à la nage, pareil, j'avais quelques connaissances avec le Mekong, etc. Le Calvi Monaco, le même principe. Donc, il y a de la connaissance qui s'accumule, donc ça devient plus simple. Mais en Australie, le premier jour, le premier pas, se mettre ce coup de pied aux fesses, te dire, vas-y, pars, bien moi, je l'ai assimilé à un petit peu, j'ai voulu faire un rembobinage, et tu prends les cassettes qu'on utilisait pour écouter de la musique avec mon petit crayon, et tu remontes la cassette jusqu'au début, et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai remonté ma cassette, tout le fil, jusqu'à la lecture de ce bouquin de Jamel Bali, me dire, je vais traverser l'Australie en courant, et toutes les étapes que j'ai faites, donc tu remontes très rapidement, toi, ça te prend quelques minutes, et tu refais le fil de tout ce que tu as fait, tu te dis, pouah, c'est ouf tout ce qu'on a mis en place, et il faut y aller. Et je me souviendrai toujours parce que j'étais à Melbourne, j'avais trouvé un, un logement dans un couchsurfing, et donc le propriétaire de cette petite maison s'appelait Paul Parotti. Et donc Paul, il avait sa petite casquette sur sa tête, c'était quelqu'un qui était un petit peu voûté, et on sort de sa maison, moi je prends ma remorque, je l'attelle, clac, clac, je me mets en place, j'avais mes chaussettes, mes chaussures, hein, habillé tout beau, tout flamme, tu sais, avec la belle tenue qui n'avait pas encore vraiment servi et qui n'était pas sale du tout, du bush australien. Et il avait son petit chien, Paul, et il traverse la route, et il me voit bloqué sur le trottoir, il bouge pas, et il me dit, tu sais quoi? Je vais m'asseoir sur le trottoir juste là. Je vais rien dire. Mets-toi dans ta bulle, fais ce que tu as à faire, et puis quand tu seras prêt, tu tournes juste la tête, tu me fais juste un signe de la main, et puis tu pars. J'ai pas besoin d'un au revoir, rien du tout. Je fais, prends ton temps et je te laisse faire. Et ça a été de très 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 longues minutes pour prendre cette décision, entre guillemets, de me dire, putain, là, je vais devoir courir 5400 kilomètres, aller rencontrer les aborigènes, etc., etc. Et cetera. Et en fait, je veux pas dire l'erreur que j'ai faite, entre guillemets, c'est de se projeter sur tout ce que tu as à faire et sur ton arrivée à Darwin. Ce qui est Mmh. complètement ridicule, parce qu'en soi, tu visualises un idéal, une finalité qui est Trop loin. tellement loin que tu sais même pas de quoi demain va être fait, et tu es déjà en train de te projeter sur Darwin. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de Ben Lecomte qui avait traversé l'Atlantique à la Si, nage? si, puis il a tenté le Ouais. Pacifique aussi, mais Ouais, c'est ça. ouais. Donc je les étais il m'a tout de suite dit oui, alors j'ai encore rien en ligne ni rien pour, faire l'interview. Super sympa, très, très décidé. Quand il te regarde, c'est droit, mais tu as l'impression que ça te transperce le crâne. Il est très impressionnant, très, très gentil. Et il me disait qu'il s'est vraiment pourri sa première traversée, cet Atlantique, parce que, il pensait à l'arrivée. Et il a dit que la deuxième au Pacifique, il n'a plus du tout pensé à l'objectif final, hein. Il a vraiment plutôt pensé à chaque journée, une chose après l'autre, quoi. Et Exactement. j'ai retrouvé ça dans tes récits aussi, ouais. Et de profiter vraiment chaque jour de ce qui va se passer, des rencontres, etc. Et en fait, on le dit souvent, une aventure, c'est pas la fin qui compte, c'est toute l'étape, tout le parcours que tu vas mettre en place pour arriver à la Exactement. fin de ton aventure. Et en fait, j'ai visualisé la fin de mon aventure, et c'est ça qui m'a mis ce coup de massue, me dire, oh la vache, il faut courir 5400 bornes, mais c'est le bout du monde. C'est Et en fait, inconcevable, c'est juste inconcevable. tu dis, en fait, regarde pas ça. Et je me suis enlevé ça de la tête, et je me suis dit, kiffe. Juste, vis le truc là maintenant, et c'est tout ce que tu feras. Et ça, je l'ai vraiment assimilé sur le Mekong, et j'ai pas eu ce même problème-là. Et sur le Mekong, c'était encore même différent, c'est que je vivais mes journées pleinement. J'installais mon hamac, je me mettais dans mon hamac, je rentrais dans mon sac de couchage, j'éteignais les lumières et tout ça, et je me mettais correctement dans le hamac, comme ça, je glissais dedans, et je bougeais pas. Et j'avais ma dernière pensée avant de fermer les yeux, j'étais là, je fais vivement demain, vite, 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 faut que la nuit elle passe vite, parce que j'étais excité à l'idée de comment j'allais être mangé demain, quelle problématique j'allais avoir, parce que je trouvais ça excitant, et j'attendais que ça. Et donc je me couchais en ayant l'esprit qui partait dans tous les sens de tout ce que j'avais vécu dans la journée. Je remontais, ça repartait dans des fils dans tous les sens dans ma tête, et je me couchais
bien parce que j'étais fatigué de ma journée en ayant palmé toute la journée et je m'allongeais, je fermais les yeux en ne pensant qu'à une chose, vivement que le soleil se lève, vivement que je me réveille parce que ça va être une journée de ouf. Et c'est ce que j'ai essayé de vivre après en Australie. J'ai mis du temps à le mettre en place. Quand je suis arrivé dans le bush australien, j'ai vraiment eu, euh, j'ai vraiment eu ça où je prenais vraiment du plaisir. Et les gens que je croisais qui s'arrêtaient en véhicule, avec qui je pouvais échanger quand ils me croisaient, des fois ils passaient devant moi, Faisais demi-tour. ils faisaient demi-tour, ils revenaient et ils s'arrêtaient. Je me rappellerai de ce couple qui m'a dit ça. Le mec il disait, j'étais en train de conduire, j'ai tourné la tête, je t'ai bien vu, puis j'ai continué. Et là, ma femme à côté qui me dit, il y a un mec qui est en train de courir. Elle me dit, j'entends ma femme qui me dit, il y a un mec en train de courir, je roule, et il me faut presque 15 secondes pour dire, ah oui, il y a un mec qui est en train de courir. De prendre conscience que nous, on est dans une voiture avec la clim à fond et il fait 30 degrés dans la voiture, que dehors il fait 50. Et il me dit, et là, le temps que ça monte à mon cerveau, que je ralentisse, que je fasse demi-tour, donc on a dû faire presque 2-3 bornes, revenir et de vraiment constater qu'effectivement, il y a un mec qui est en train de courir dans le désert et de pouvoir discuter avec eux, etc. Et en fait, j'adorais tous ces petits moments parce que en plein milieu du bush, le monsieur il me disait, mais t'as pas l'impression de t'emmerder un peu à courir dans le bush australien? Je dis pourquoi? Il me dit, bah, en fait, il n'y a rien à faire. Il y a que du sable, des arbustes, des animaux morts, etc. Je dis, bah, en fait, la problématique, c'est que vous roulez trop vite pour voir les choses et à votre goût, pas assez vite pour pouvoir rapidement aller à votre prochaine destination parce que dans votre esprit, la partie désertique n'est pas intéressante et ce que vous voulez, vous, c'est rapidement aller du sud au nord pour rejoindre la côte parce que, soi-disant, vous avez les parcs nationaux, vous avez les plages, etc., etc., et c'est ce que vous voulez voir. Et que entre les deux, c'est juste une transition à faire très rapidement et donc rien d'intéressant pour vous. Et je lui dis, mais vous roulez trop vite pour voir les choses, parce que je peux vous assurer qu'en courant, vous avez des trucs de dingue à observer, une nature sauvage, des animaux, des serpents, des reptiles, tous les insectes, etc., les araignées, la faune, la flore, enfin, c'est extraordinaire. Et je lui dis, moi, en fait, je suis en plein milieu du désert et c'est ce que je voulais. Partir de Melbourne, longer la Great Ocean Road, c'était très intéressant, c'était magnifique. On est sur un climat continental, méditerranéen, la plage d'un côté, rainforest de l'autre, c'est très bleu, c'est très vert, super sympa. Accessible à tout le monde, il y a des villes tous les 50 km, donc tu peux t'arrêter, faire des pleins de bouffe dans les supermarchés, trouver de l'eau facilement. Et quand tu arrives dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il y a juste ce bruit du vent qui souffle et qui fait un truc. Tu as les grains de sable qui volent. Tu vois les petites boules de spinifex là, qui sont arrachées par le vent et qui roulent un peu dans le désert. Tu vois les arbres qui bougent un petit peu. Tu as cette chaleur écrasante. Des fois, ça sent un petit peu l'eucalyptus quand tu arrives à côté de ce qu'ils appellent de certaines rivières qui sont complètement asséchées. Les eucalyptus poussent à cet endroit-là parce qu'ils arrivent avec leurs racines à aller très très profondément pour prendre de l'eau. Donc ça sent très fort l'eucalyptus. Tu as les mouches qui viennent te perturber, qui volent partout. Tu sens les gouttes de sueur qui te coulent sur le visage. Et moi, c'est ça que je voulais vivre. Je voulais vraiment en baver et me retrouver en plein milieu du bush australien. Et ce que j'ai appris à faire, c'était à vivre les choses au jour le jour et pleinement et de me dire, en fait, je suis bien là à cet endroit-là. Il n'y a pas un autre endroit sur Terre où je voudrais être là maintenant. Et j'aimais beaucoup prendre des fois ce temps de m'asseoir assis au milieu de nulle part dans le désert, de fermer les yeux et juste de ressentir les choses et de me dire putain, on est trop bien. On est vraiment trop bien. Tu sens, tu vois, le vent chaud qui vient caresser tes poils, tu sens les petits grains de sable qui volent, qui viennent se loger et se mélanger à ta transpiration qui se colle un peu partout, qui se colle derrière les genoux. Tu vois, tu as le soleil qui est très brûlant, donc tu te protèges du soleil. Tu mets tes crèmes solaires pour éviter de brûler, etc. Tu manges ce que tu peux, tu sens l'eucalyptus, ça sent les animaux en décomposition, parce qu'il y a forcément des animaux qui se font écraser par des voitures ou qui se font manger par d'autres, donc il y a des cadavres en décomposition partout. Ça a une odeur quand même très particulière, le bush australien,
Et en fait, c'est ce que je voulais retrouver, en fait. Je voulais retrouver l'essence même de l'Australie et de me retrouver en plein milieu du bush, tout seul, confronté à mes propres peurs, à moi. Et quand les gens m'ont demandé quelle était ma vraie quête de l'Australie, est-ce que c'était une quête environnementale, est-ce que c'était une quête tournée vers l'environnement, l'écologie, et je leur dis pas du tout. Même si j'étais sensible à ça, c'était pas quelque chose qui était vraiment en lien avec ce projet. C'était au début de faire une exploration, et une exploration très personnelle. J'avais besoin de découvrir Rémi, j'avais besoin de savoir qui j'étais au fond de moi, mes valeurs. Et toi, j'encourage plein de gens de pouvoir partir une semaine, 15 jours, 3 semaines, tout seul, partir faire le chemin, le chemin de Compostelle, peu importe, mais de vraiment se retrouver tout seul à marcher pendant des heures et de se poser des questions et d'en baver. C'est une thérapie qui est extraordinaire et bizarrement, on se rencontre soi-même et ça fait du bien, vraiment. Il y a, y a un Rémi qui est parti en Australie en octobre. Il y en a un qui est arrivé en 2012 et c'était pas du tout la même personne entre l'avant et l'après. J'ai rencontré une personne qui était tournée vers ses valeurs, très simple, authentique, qui était souriante, qui aimait aller vers les autres, qui aimait partager, échanger. Et même si tu le sais un petit peu parce que tu te connais, en fait, tu as besoin vraiment de te pousser dans ton retranchement pour le ressentir vraiment et te rendre compte de tout ça, de ce que tu es capable de faire. Est-ce que je suis capable de sortir de ma zone de confort, d'élargir ma zone de confort? Est-ce que je suis capable de faire tous ces kilomètres tout seul au milieu de nulle part, me retrouver seul et de pleurer tout seul dans mon coin et d'avoir personne à qui parler et de pleurer parce que ça va pas, etc. Et ça fait du bien. Ouais. Moins de barrières, artificielles après dans ta tête? Hmm. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Tu te retrouves un peu à nu, tu sais, tout seul, à devoir trouver des solutions et puis des choses plus terre à terre. Euh, tu as envie dans un monde à l'heure actuelle où tu dois travailler pour gagner de l'argent qui va te permettre de payer des factures pour payer de l'eau, de l'électricité et à manger. Et quand tu es en pleine nature, tu travailles et ton travail, c'est d'aller chercher de la nourriture, chercher de l'eau, chercher de quoi t'abriter, de te réchauffer, etc. Et c'est des choses beaucoup plus basiques et que je trouvais plus en lien avec ce que je voulais véhiculer à ce moment-là. Mmh. Il y a un épisode de ça qui m'avait fait rigoler. Je me demande si c'est pas ce couple-là d'ailleurs. Tu te souviens d'une histoire de yaourt? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est des choses sur lesquelles on croit jamais, etc. Moi, je suis pas du tout religieux. J'ai juste été baptisé quand j'étais gamin, mais j'ai jamais rien suivi, j'ai jamais été à l'église. Pour moi, j'arrive pas à concevoir un Dieu, etc. Mais chacun a sa version des choses, hein. En revanche, je suis très très connecté aux signes et à ce qui peut se dégager autour de soi. Et je suis persuadé que la pensée positive peut vraiment faire déplacer des montagnes. Et lorsqu'on on croit à quelque chose de très très fort, eh bien on met les choses en place. Alors naturellement, mais sans forcément vraiment en avoir conscience, on met les choses en place et ça se produit souvent. Et c'est exactement ce que j'ai eu, tu vois, en Australie avec ce yaourt à la pêche, c'était d'y croire tellement, de le voir se dessiner devant moi et de pouvoir le manger, que je me suis dit à un moment donné, forcément, ça devrait arriver. Mais je pensais pas que ça allait arriver en quelques heures. Et c'est ce qui s'est passé, d'avoir ce couple qui s'arrête et qui me donne de l'eau à boire et puis qui cherche dans la glacière et qui sort un yaourt à la pêche et un yaourt à la fraise. Et c'était juste improbable de d'avoir visualisé ce pot de yaourt très crémeux, avec des petits morceaux de pêche à l'intérieur, et quand tu ouvres ce petit couvercle, t'as le petit qui et tu vois, quand tu prends à la cuillère, t'as cette petite goutte de crème qui est en dessous de la cuillère et qui tombe, poum, dans le pot, et tu fais, ah, ça doit être très très bon. Et je peux te dire que quand il fait 50 degrés de température et de rêver d'un truc frais, ça, ouais, ça vaut tout l'or du monde. Je te jure, c'est un truc, t'es là, tu sens le frais, alors qu'il fait 50 degrés, mais t'as le goût frais dans la bouche et tu dis, oh, mais comme ça doit être trop bon. Oh, mais ça doit être juste, je tuerais pour avoir ça. Vraiment. Il y a des choses, du coup, ça devient tellement secondaire, des choses qu'on peut avoir qui sont très très matérielles. Et là, la seule chose qui te fait rêver, c'est un yaourt. Tu vois, enfin,
Tu vas au supermarché, avec un billet de 5 €, tu achètes un paquet de yaourt, on n'en parle plus. Et là, tu rêves juste de ça. D'un petit yaourt, crémeux avec des petits morceaux à la pêche croustillants à l'intérieur. Et d'y penser très fort, mais effectivement, c'est arrivé juste devant moi, en réel, que j'ai pu consommer. Et ça, c'était Ah trop bien. ça, c'est trop drôle. Bon et là, Luffy là, je enfin, le Louis-Philippe Long qui est explorateur aussi, qui a traversé l'Australie aussi avec sa cale, lui en marchant, le désert de Simpson qu'il aime beaucoup. Je me demande s'il y est pas en ce moment à nouveau Il est en et Australie en ce moment, ouais. ah bah, voilà et donc lui, il avait traversé aussi la Tasmanie en hiver, hein, en ligne droite à travers tout. Un truc de fou. Lui a dit à un moment: «Je me suis mis à pleurer, j'ai envie de frites». J'ai dit un truc gras, chaud, tu vois? Parce qu'il en pouvait plus. Lui, ça lui est pas arrivé, hein. Au Non? milieu du truc, en dehors de tout chemin, évidemment, c'était beaucoup plus dur de trouver un paquet de frites. Mais il m'avait fait rigoler. Mais je crois qu'à un moment, une espèce d'obsession sur la nourriture, ça peut arriver, hein. Tu disais que toi, à un moment, tu as compris qu'on pouvait être prêt à tuer pour bouffer quand on n'en pouvait plus ou pour boire. Tu dis, Pas pour boire. ouais, Manger, j'ai pas encore eu cette sensation parce que tu pas été assez loin de ce côté-là, hein. bah, on estime que le corps humain arrive à tenir 3 semaines sans manger. Ouais, Donc c'est ça. là, on a de la réserve et on a beaucoup de réserve. Mais pour revenir avant sur la nourriture, tu vois, il n'y a pas besoin de partir en Australie. Moi, je fais des stages de survie très régulièrement. Le dimanche matin, donc on commence le samedi matin, on fait le samedi soir, et le dimanche matin, on finit la journée et ça se termine comme ça. Eh bien, le dimanche matin, quand je commence à parler de nourriture, il y en a qui te sortent ah ouais, mais j'aimerais trop d'avoir un petit truc comme ça, etc., avec un peu de fromage. Et ils te parlent déjà de la sensation de bouffe, alors que ça fait qu'une journée qu'on est dehors, tu vois. Et ils ont déjà ce truc-là. Donc t'imagines, quand ça fait des semaines et des semaines et des mois que tu es dehors et que tu manges pas à ta faim, effectivement, la nourriture devient une obsession et tu en C'est rêves, normal, tu ouais, ouais. aimerais beaucoup avoir ça, 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 ça. Mais l'eau, ouais, tu tuerais pour de l'eau. Et bizarrement, même si je n'ai jamais eu encore cette chance de rencontrer des peuplades en Afrique qui puissent, entre guillemets, se battre pour avoir un accès à un puits, etc. Alors, je ne sais pas si un jour je y arriverai, parce qu'à mon avis, ta vie ne tient qu'à un fil quand tu te retrouves dans ces contrées-là. Mais j'ai bizarrement compris, en fait, pourquoi est-ce que certaines personnes s'en mettaient plein la tronche à coups de machette, etc., et étaient prêts à tuer d'autres villages, etc., pour avoir un accès à l'eau. Parce que quand tu en es privé, les premières sensations, c'est tu penses à... euh, au début, tu vas te dire, après une journée, j'aimerais bien J'aimerais bien un bon lit. Tu vois, quand tu dors dehors, tu as couru 14-15 heures dans la journée, tu t'allonges dehors sur ton matelas de sol, tu es un peu fatigué et tu te dis, c'est vrai que bon, c'est qu'un matelas de sol. Moi, j'aimerais bien avoir un lit, tu vois, confortable pour m'allonger. Voilà. Et puis, au bout de 3-4 jours, donc après, je te parle, tu as toujours tes réserves en eau et en nourriture et tout va très bien. Et au bout de 3-4 jours, en ayant forcément de l'eau et de la nourriture encore avec toi, tu commences à te dire, et là tu penses plus à un lit, mais tu aimerais bien, tu vois, un point d'eau juste pour te laver, pour enlever toute cette saleté, etc., te rafraîchir et te dire, ça fait vraiment. En fait, je prends une douche vraiment dans le terme pour me laver, et là c'est vraiment le cas. Je vais me laver et pas juste me rafraîchir comme font 80% de la population tous les jours. On se rafraîchit parce qu'on se lave pas du tout en fait. Et, et puis après, quand les journées commencent à avancer, tu as de moins en moins de nourriture, tu as toujours suffisamment d'eau. Et quand la bouffe commence à devenir de moins en moins importante, eh bien c'est là où tu commences à rêver de nourriture. Tu dis, j'aimerais bien avoir un steak frites, j'aimerais bien avoir un fruit, ceci, cela. Et quand l'eau vient à manquer, tout ce qu'il y a avant, t'en as strictement rien à foutre. La seule chose que tu veux, c'est boire. Et au début, t'en as et ça va à peu près. Et quand t'en as de moins en moins, courir en ayant comme objectif d'avancer, eh bien, ça devient très compliqué parce que ton objectif n'est plus d'avancer de la même façon, c'est que tu cours et dans ta tête, ton cerveau, il marche à 8000% pour essayer de trouver un point d'eau parce que tu sais qu'il te reste que 1 litre, 2 litres de flotte et après, c'est terminé et on est en plein milieu du désert. Et là, c'est là où tu te poses vraiment des questions de comment on va faire pour pouvoir survivre si j'ai pas d'eau, vu que le corps humain est composé à peu près de 65% d'eau, on fait comment?
Et je me suis retrouvé en Australie, voilà, avec plus une seule goutte d'eau et de tenir 4 jours sans boire. Eh bien, bizarrement, c'est là où tu te poses des questions et te dire, est-ce que je vais pas buter quelqu'un pour boire son sang ou n'importe quoi. J'ai vraiment soif. Et on serait prêt, je pense, à faire des folies juste pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et tu comprends après certains animaux Ouais, c'est l'instinct de survie, ouais, ouais, c'est ça exactement, qu'on se qui rend sont pas très compte, hein. agressifs, qui sont Mmh. extrêmement à fleur de peau parce qu'ils veulent boire, parce qu'ils veulent manger, etc. Alors quand il y a de l'abondance, je sais pas, tu prends en Afrique, tu prends au Botswana le delta d'Okavango, quand c'est la saison des pluies où tout va bien, où le delta est complètement recouvert d'eau, ça fleurit, il y a des plantes, il y a des batraciens, il y a des insectes, il y a des reptiles, tout le monde est là, donc forcément il y a une abondance et ça se ressent. Et quand le delta sèche et il y a de moins en moins de ressources pour pouvoir vivre à cet endroit-là, les animaux n'ont plus du tout le même comportement et peuvent être extrêmement agressifs. Et donc c'est là où on se rend compte que l'instinct animal reprend le dessus parce que la seule chose qu'on veut, bah, c'est boire. Et on s'en fout complètement de tout ce qui est à côté, qui du coup devient du superflu. La seule chose qui te prend les tripes, c'est l'eau. C'est étonnant comme tu dis en plus que tu as vu même physiquement, tu sentais tous les changements, la vue se Ouais, ouais, rétrécit et tout, c'est après, je intéressant. sais pas si c'est le cas sur tout le monde. Moi, en tout cas, c'est ce qui Mmh. s'est passé, c'est que cette vision périphérique, là, quand tu bouges les mains et qui te permet, en fait, de reprendre un peu ton instinct primaire, c'est-à-dire d'observer la vitesse et de savoir quand il y a un danger qui arrive, parce que j'ai pas besoin de tourner la tête pour voir ma main qui passe sur le côté et je sais que il y a un truc qui arrive vite sur le côté. Donc, ça m'interpelle, qui me permet de prendre conscience de ce qui se passe à côté. Et ben, tout ça, en fait, ça diminue, ça devient presque tout flou et tu as vraiment comme un halo devant toi, un tunnel, et, euh, et tu n'as que ça, tu sens des difficultés dans toutes tes articulations, tu as mal au rein, tu as mal au ventre, tu sens que ton organisme est déshydraté, tu as la bouche, toi, qui n'a plus, qui sécrète plus rien, tu as les lèvres qui sont complètement gercées, Explosé, je suppose, découpées, ouais. sèches, etc. Les yeux, ils pleurent plus. Tu as le cœur, le rythme cardiaque qui bat à une vitesse de dingue parce que le corps humain déshydraté va aller chercher l'eau là où il en a le plus. Donc, il va chercher l'eau principalement dans le sang, vu que le sang est composé d'une grosse quantité d'eau. Donc, il va puiser l'eau dans le sang pour pouvoir continuer d'alimenter le reste de l'organisme. Et puis à un moment donné, le sang devient de plus en plus visqueux, donc la pompe cardiaque bat très très fort pour renvoyer le sang partout. Tu sens des douleurs au niveau du ventre parce que le ventre contribue également, comme la pompe cardiaque, à envoyer le sang vers le bas, mais à le faire remonter vers le cœur. Tu as des douleurs au niveau des jambes parce que tu as tous les muscles qui contribuent à refaire monter le sang au niveau des jambes. Donc tu sens des douleurs au niveau des jambes. Et c'est là où tu te dis, on est dans la merde. Là, il faut trouver une solution et vite, parce que sinon, il va y avoir un cadavre en plein milieu du bush australien, quoi. Et c'est là où tu prends conscience de cette thématique. C'est en tout cas, c'est comme ça que j'ai pris conscience de la nécessité d'avoir un accès à l'eau. Et c'est ce que j'explique souvent à des enfants dans les écoles. Je leur dis, vous savez, les enfants, on se bat souvent pour une cause parce qu'on a été touché par celle-ci. On va rarement se battre pour une cause juste parce que ça fait bien. L'accroche, l'objectif, ce qui vous donne envie de vous dépasser pour cette cause ne sera pas assez fort si c'est juste pour faire bien comme les autres. C'est parce que vous avez été touché. Et je prends souvent cet exemple. Tu verras rarement un homme prendre part, par exemple, pour le cancer du sein de la femme, à Mmh. moins que sa maman, sa fille, sa sœur, sa compagne, quelqu'un de très proche, une amie, peu importe, qui a été touchée par cette maladie, a été emportée par la maladie. Et là, cette personne prendra conscience que c'est une vraie saloperie et il faut faire les choses. Mais on fait les choses parce qu'on a été touché par la cause et que ça nous interpelle et ça nous touche soit à nos tripes, soit à nos valeurs, soit ça nous touche émotionnellement et on fait les choses. Et c'est ce que je dis aux enfants. Je fais, vous pouvez vous battre pour plein de causes, mais soyez impliqués à 8000% parce que ça vous a touché. Et il n'y a pas une cause plus importante que les autres. Chez moi, dans mon cas, je prends la notion de l'eau parce que je l'ai vécu de mes tripes en Australie. Après, si c'est la notion du cancer, des maladies génétiques, peu importe ce que vous voulez, il n'y a pas une cause qui est plus importante qu'une autre.
Faut vraiment que ça vienne du cœur et que ça soit des choses qui vous animent. Et ça, après, vous allez pouvoir transcender et faire passer des messages parce que les gens auront conscience de ce que vous êtes en train de vivre. Ouais. Comment t'as fini par retrouver de l'eau encore Bah, d'abord, j'ai pissé dans une bouteille et j'ai bu ma pisse, déjà. Oui, un Ça, grand c'est moment. voilà. Et ensuite, j'ai réussi à avancer une vingtaine de bornes et de trouver ce qu'ils appelaient les resting areas, où il y avait une citerne. Et je me souviens d'avoir rempli une bouteille d'eau. Donc l'eau, elle est impropre à la consommation à un moment donné. Bah, quand t'as soif, t'as soif, hein. Donc j'ai rempli la bouteille. Et c'est ce que je dis souvent à mes stagiaires. Je fais, n'oubliez pas, le corps humain est une vraie machine. La seule chose qu'il ne sait pas faire, c'est de passer d'une extrême à l'autre comme ça. Il ne sait pas faire, il faut qu'il ait un temps pour s'acclimater. Et donc, le fait d'avoir posé la bouteille sur la table, j'avais ma montre était posée sur la table et le chronomètre tournait. Et je prenais la bouteille avec un bouchon, en fait, et je remplissais le bouchon et je laissais tourner le chronomètre. Et toutes les minutes, je buvais une gorgée et j'attendais une minute, etc. Juste pour que mon organisme, il ait le temps de se réhydrater, mais de se réhydrater correctement et ne pas lui apporter trop d'informations d'un coup, parce que sinon ça aurait pu être beaucoup trop violent, que ça soit, on le retrouve dans plein de trucs, hein, que ce soit pour la nourriture, pour Oui. l'eau, pour dans le sport, etc. On peut pas prendre une personne et lui dire, vas-y, demain, sans avoir fait aucun entraînement, tu pars et tu fais un marathon. Malheureusement, la personne ne sera pas capable de le faire. D'ailleurs, la personne pour laquelle on a créé ce mot, enfin le marathon, lorsqu'il a voulu délivrer son message pour expliquer que la guerre était finie, il en est mort au bout. Donc, c'est bien la preuve qu'on a besoin d'un certain temps pour s'acclimater, pour que les choses soient mises en place. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé la bouteille devant moi, ce qui est relativement difficile quand tu n'as pas bu depuis longtemps, parce que tu n'as qu'une envie, c'est de boire cette eau d'un coup, mais il ne faut pas le faire. Et donc, je buvais des petites gorgées toutes les minutes pour me réhydrater et je suis resté à cet endroit toute la nuit pour ensuite pouvoir repartir le lendemain. Mmh. Ouais, non, ça c'est assez malin. C'est vrai que c'est poignant quand on entend des récits, de gens qui sortaient des camps de concentration, des choses comme ça C'est et qui exactement ça. sont lancés sur des repas et qui en sont morts. Tu te dis: «Mais Exactement. non! Merde, c'est trop injuste, quoi!» Non, mais Mais ouais. malheureusement, je Mmh pense mh. que quand tu as été privé pendant des années de nourriture, où tu as été nourri au pain sec et avec de l'eau, Ouais, et que tu as perdu 40-50 kilos ouais, et que c'était des tu sors d'un squelettes camp de ambulants. Mmh. concentration en n'ayant plus de force du tout, quand on t'offre de l'abondance en nourriture, en eau, bah, je pense que certains effectivement ont juste débranché le cerveau et se sont Ah bah, jetés oui. dessus et sont Ouais. morts en se nourrissant. Ouais, c'est vrai que pour le changement climatique, on se rend pas compte, mais s'il y en a plein qui commencent à ne plus avoir à boire, ou à manger, ils vont pas gentiment rester chez eux en se disant: «Oh bon, c'est dommage, mais voilà, on va mourir, on va regarder nos enfants mourir». Non, on va avoir des loups qui vont aller là où il y a encore des ressources. Donc je trouve que ce n'est vraiment pas une solution, l'égoïsme n'est jamais une solution. C'est Ça ne une mène vraie à rien. problématique parce qu'à l'heure Mmh. actuelle, on se pose beaucoup de questions parce qu'on a des mouvements et des réfugiés de guerre qui viennent chez nous parce que leur pays est en guerre, etc. Donc on les accueille. Je ne sais pas les chiffres exacts, mais on va dire, peut-être 50, 100 000 personnes qui débarquent par an pour pouvoir vivre une meilleure vie alors que leur pays est en guerre. Mais dans un avenir très proche, quand on sera confronté aux réfugiés climatiques, on ne Voilà. pourra pas leur dire bon les gars, vous êtes bien mignons, mais là on n'a pas de place, rentrez chez vous. Et là ils te diront mais en fait on n'a plus de chez nous. Notre pays, il fait 50, 60 degrés pendant 6 mois de l'année. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, il n'y a plus de ressources, on ne peut plus vivre là-bas. Donc, on se déplace. Et là, on va avoir des mouvements de foule de peut-être 150, 200, 250 000 personnes qui débarqueront en France par an. Et il va falloir les accueillir dans tous les cas, parce qu'on n'aura pas le choix. Et là, Ouais. ça va être une vraie problématique. Et les gens ne se rendent pas compte de tout ça. Non. Non, tout à fait. Ou alors, s'ils s'en rendent compte, ils font comme les chevaux, hop, ils mettent des œillères et ils regardent et on avance. Ouais, mais voilà, c'est pas une solution. Mais donc en Australie, tu as eu de belles rencontres, bon, tu as eu des gens adorables, mais j'aimerais bien que tu parles un tout petit peu des aborigènes, parce que je te dis, c'est un peuple qui me fascine, c'est déjà très compliqué de comprendre leur vision du monde. On avait été les rencontrer aussi un peu, mais on n'avait pas le temps d'aller vraiment au milieu de nulle part comme tu l'as fait, donc ça c'était beaucoup moins authentique, mais il y a une vision du monde qui est
hyper compliqué, un art qui a cette côté de magie et de secret, qui est assez fascinant, qui est vibrant. Et puis bon, oui, ils ont vraiment, ils ont été vécu tellement loin des autres, pendant si longtemps avec une vision vraiment très, très complexe du rêve et de la réalité. Hem, Qu'est-ce qui t'a marqué, toi qui étais vraiment en immersion avec eux, qui a été marié, parce que c'est comme ça que ça se passe là-bas, c'est intéressant. Marié à une femme plus âgée d'abord, je crois qu'on doit se remarier avec une dans cette tribu-là en tout cas, parce qu'il faut pas non plus il y a plusieurs tribus aborigènes, mais avec une femme plus âgée avant d'être avec une plus jeune, c'est ça, assez marrant. C'est ça. Moi, je leur ai c'est ça, Enfin, intéressant, pas ils marrant. m'ont marié avec une femme qui devait avoir 60-65 ans et après, ils m'ont dit: «Quand tu seras âgé, tu pourras, à ton tour te marier avec une femme jeune». J'ai Mmh. dit: «Mais on peut pas faire, l'inverse mais des 2 côtés?» «Non». «Ouais, d'accord. Bon, bah, on va faire comme ça alors». Et non, j'étais, alors, très agréablement, surpris de leur accueil, même s'il était, très farouche au début. Ce sont des gens, qui sont, pas forcément avenants, qui ont, tu vois, un petit temps d'attente, d'observation avant de venir vers toi. Ce qui, en fait, après étude de plein de livres et de compréhension, on se dit, c'est tout à fait logique. Les Blancs qui sont arrivés en 1789 n'ont pas fait que du bien, aux aborigènes. Ils les ont dépossédés de leurs terres. Ils leur ont, fait ce qu'on appelle la Stolen Generation en prenant les enfants des aborigènes. Ils les ont, parqués dans des communautés. Ils les ont utilisés comme, esclaves. Il y avait des massacres entiers d'aborigènes, en plein milieu de nulle part. Donc on a cette certaine Même des méfiance. essais nucléaires qui se sont passés, où on ne prenait absolument pas la peine de les évacuer. Il y a eu énormément Exactement. de gens morts du cancer dans les tribus aborigènes à cause de ça, oui, oui. Non, très, très Donc sympathique, on leur a apporté plein de bonnes choses, hein, c'est clair, ouais. exactement, on leur a apporté l'alcool, la drogue, Mmh. enfin on leur a apporté, La misère. un idéal, qui n'en était pas un, en tout cas pour leur mode de vie, parce que c'est ce que je disais au tout début. On a retrouvé des peintures rupestres dans certaines grottes de poissons qui ont disparu de la surface de la Terre il y a plus de 40 000 ans. Donc on estime déjà que ça fait plus de 40 000 ans que les aborigènes sont installés en Australie. Qu'il serait arrivé lorsque le niveau de la mer était beaucoup plus bas et que la pointe entre tout ce qui est Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc., existait encore, était hors de l'eau. Et donc, il serait arrivé en fait par l'Asie du Sud-Est, il serait descendu, etc., pour arriver en Australie, coincé en fait par l'immensité, il serait arrivé au bord et bah mince, il n'y a plus de sortie, donc on reste là. Donc, il serait arrivé comme ça, et il y a de bien nombreuses années. Et donc, on ressent déjà cette méfiance des aborigènes envers le blanc, peu importe sa nationalité, parce qu'en fait, un blanc qui soit anglais, américain, européen, etc., ça reste juste un blanc, ça va pas plus loin. Donc, je me suis retrouvé en plein milieu de cette communauté, la première, Kaltukatjara, et on ressent cette méfiance parce que les aborigènes passent à côté de moi, ils ralentissaient comme ça, et ils me regardaient juste. Et il a fallu, je pense, 1 ou 2 heures, je sais plus exactement, j'ai pas chronométré ce temps, mais il m'a fallu, à mon avis, 1 ou 2 heures avant qu'il y en ait un qui s'arrête, qui descende de sa voiture et qui arrive et qui me dise Who are you? Ah, premier contact. Bon, on va peut-être y arriver. J'ai dit, bah, je suis un Français et je traverse l'Australie en courant et je viens vous rencontrer. Je suis parti de Melbourne. Et là, il y en a un qui fait Ah, c'est toi. Ok, bah, ça va pas plus loin. Il est remonté dans sa voiture et il a disparu. Et un quart d'heure, 20 minutes après, les autres sont arrivés tout doucement, etc. Et le lien a commencé à se créer. Et c'est là où j'ai appris en fait que tout le monde savait que je venais et qu'en fait il y avait des conseils sur Alice Springs, qui est donc la ville en plein milieu du bush australien. Et les 2 communautés que j'ai visitées appartenaient à ce qu'ils appellent le Central Land Council, qui régissait les allées et venues dans les communautés pour que ça soit séjourner, les blancs, les productions, le tournage, etc. Enfin voilà, ils essayent de mettre un cadre là-dessus. Et donc ils ont des réunions, je sais plus tous les combien, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, etc. Et on leur propose, on leur explique les projets et ce qui va se passer, etc. Donc ils savaient qu'il y avait un blanc qui s'appelait Rémi, qui venait de France, qui venait les rencontrer en courant. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Mais on ressent cette vraie méfiance. Et puis après, donc il y a ce côté très authentique de rencontrer les aborigènes. Et puis il y a ce côté malheureusement un peu triste, parce que j'imaginais des gens vivant
très simplement, avec une peau de bête, ils vivaient dans le bush, enfin, je les imaginais vraiment comme ça. Et puis en fait, on arrive, ils se sont accoutumés à un mode de vie qui n'était pas le leur, c'est-à-dire le mode de vie d'un blanc. Donc on vit dans une maison, on consomme de l'eau, on va à la supérette pour acheter à manger, etc., etc. L'alcool qui est rentré dans les communautés, qui a fait des Mmh. ravages, Mmh. la drogue également, énormément de violences domestiques. Alors il semblerait que ce soit parce que la molécule, enfin l'alcool en tant que tel ne soit pas assimilé de la même façon chez les aborigènes, un peu comme les Indiens d'Amérique, etc. Donc beaucoup de violences domestiques. Et j'ai même ressenti une certaine perte d'authenticité de leurs racines lorsque je demandais à certains aborigènes est-ce que vous pouvez aller me montrer comment on fait pour aller déloger un lézard, etc. Enfin, me montrer comment on vivait dans le bush. Et les anciens ont encore ce truc-là et sont très contents de pouvoir le faire et le montrer. Et les jeunes sont pas du tout attirés de la même façon par cette certaine forme d'authenticité et de retour à la tradition. Et on a beaucoup de jeunes enfin en tout cas moi en 2011 quand j'y étais, ils se défonçaient à l'essence. Donc ils récupéraient l'essence qu'il y avait dans les tuyaux, qu'ils mettaient dans des bouteilles et ils sniffaient ça toute la journée. Donc tu te dis, c'est triste parce que c'est pas ce que je voulais des aborigènes. Et puis après, tu rencontres des personnes plus âgées, ce qu'on appelle les traditional owners, qui sont eux très implantés et qui représentent, on va dire, un peu le savoir, un peu comme les druides, les anciens, etc. Donc c'est eux qui ont plus la sagesse et qui sont très attachés à leur tradition, à leurs racines. Et j'ai pu partir avec eux pour aller ramasser ce qu'ils appellent le pounou. Donc c'est un arbre en particulier où ils viennent fabriquer des bols, etc. Donc il y a une certaine forme de respect de la tradition. Et après, tous ces bols, ils les vendent dans les marchés pour que les Blancs puissent les acheter, etc. Donc avoir une rentrée d'argent et ainsi de suite. Mais ils sont quand même très attachés à cette tradition. J'ai passé du temps avec eux où ils m'expliquaient comment on faisait pour aller chasser les honey ants. Donc, c'est toute cette petite fourmi avec l'abdomen qui est la taille de mon petit doigt et qui a une boule de miel. Et donc, tu viens creuser une certaine cavité à l'intérieur pour récupérer l'abdomen. Et donc, tu viens sucer, entre guillemets, les fesses de la fourmi pour récupérer le miel. Euh, Ils t'apprennent à aller chasser les lézards. J'ai eu cette chance-là dans la communauté, c'est que c'était ce qu'ils appelaient le men business. Donc c'était le moment où les jeunes hommes partaient avec les anciens pour faire un rite sacré, etc., qu'on apparente à la corroborer, etc. Mais malheureusement, étant un blanc et étant dans la communauté sur une période beaucoup trop courte, t'es pas initié à ça, t'as pas le droit d'y aller parce que t'es pas aborigène et voilà. Donc j'étais resté dans la communauté et j'ai eu cette chance-là d'être dans la communauté avec principalement les femmes et les enfants. Et un gros avantage d'être avec les femmes et les enfants, c'est que dans les communautés, de tout ce que j'ai pu voir, que ce soit en Australie ou en Amérique latine, ou même en Afrique, ce sont les femmes qui font tout, ce sont les femmes qui travaillent, ce sont les femmes qui élèvent les enfants, ce sont les femmes qui maintiennent la vie dans la communauté, ce sont les femmes qui partent chasser le petit gibier. Certes, les hommes partaient chasser le gros gibier, etc., mais ce sont les femmes qui ramenaient le petit gibier. Et j'ai passé beaucoup de temps avec elles et c'était extraordinaire de pouvoir en profiter. Et je me rappellerai toujours d'une fois dans la première communauté Kaltukajara, où j'essaye d'expliquer aux femmes avec un anglais relativement basique. Ils parlent un dialecte un mix entre le Pikachanjara et ils rajoutent des mots d'anglais là-dedans. Donc c'est un peu le bazar. Il faut avoir un cerveau à peu près accroché quand on commence à discuter avec eux. Et je leur explique qu'il m'a fallu quelques jours, puis ensuite quelques heures et quelques longues minutes pour essayer de réussir à attraper un lézard et pour le tuer, pour le manger, parce que j'en ai vu quelques-uns, mais le temps que j'arrive, ils partaient, etc. Et je les voyais en train de rire comme ça, et il y en a une qui me prend par la main, et on part dans le bush, elle prend un long bâton comme ça, et elle m'explique en anglais, elle fait « You see the hole just right here ?» Je fais « Yeah, 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 je vois les trous, ouais, ouais. » Elle fait « Regarde. » Donc elle prend le bâton, elle enfonce le bâton dans un premier trou, rien. Elle enfonce le deuxième dans un, rien. Le troisième, je sais plus lequel, à un moment donné, elle tape dedans et tu vois le bâton qui bouge un peu. Elle enlève le bâton et tu vois le lézard qui sort à une vitesse. Le lézard, il sort, elle attrape le lézard par la queue, bah, elle l'éclate sur le sol, il lui fracasse la tête, et elle me tend le lézard, elle fait tiens. Et en 3 minutes, elle avait attrapé un lézard.
Alors je la regarde, je lui dis, je fais, bon, ça reste entre nous et tu diras que c'est moi qui l'ai tué, hein. Et elle me regarde, elle fait, en rigolant. On retourne dans la communauté, on retourne s'asseoir devant sa maison avec toutes les autres femmes qui étaient en train de préparer le feu, etc. Bon, elle n'a pas du tout dit ça. Elle a dit exactement ce qui s'était passé et tout le monde a rigolé et voilà. Et c'était très drôle de voir cette, les échanges qu'on pouvait avoir et que c'était très simple et ils étaient en tout cas très enclins à partager leur mode de vie, etc. Et c'est ce que je dis aux gens, je leur dis la problématique que l'on a, et on revient sur ce que je disais au tout début, toi, perdre son temps, eh bien c'est exactement ça, c'est que pour que les gens se livrent à vous, il faut être capable de perdre son temps et d'être capable d'avoir du temps à leur consacrer. Et en soi, c'est exactement la même chose chez nous en France. Tu as un mec qui débarque enfin peu importe l'endroit, hein, que tu ne connais pas, qui n'est pas de ta région ni de ton pays, etc., qui débarque dans un mode de déplacement un peu bizarre, je sais pas, hein, il est avec un âne en train de se promener, c'est difficile de prime abord de le faire venir chez toi, de lui offrir le gîte, le couvert, etc., et de lui parler de toi, de tout ce que tu fais comme ça et de tout donner comme information. Il faut un certain temps, des fois il faut de la parole, des fois il faut des temps de silence, parce que même si on ne parle pas, il y a la présence, les regards, les échanges, le toucher, les odeurs, enfin tout ça fait que ça prend du temps de pouvoir échanger avec des gens. Et c'est ce que j'ai eu. J'ai eu cette chance-là en Australie. C'est parce que j'ai passé 25 jours avec eux, 10 jours dans la première communauté et 15 jours dans la deuxième. La chance que j'ai eue, c'est que ces deux communautés sont des communautés jumelles ou voisines. Et que les gens qui habitent à Kaltukajara, ben, ils ont leurs frères ou leurs sœurs qui habitent à Mutijulu. Donc quand j'étais dans la Kaltukajara, il y a des gens de Mutijulu que j'ai vu venir, avec qui on a pu échanger, etc. Et quand je suis arrivé à Mutijulu, je les ai retrouvés. Je suis ah oui, t'habites là. Ok, d'accord, j'ai compris. Et j'ai vu des gens de Kaltukajara quand ils sont arrivés à Mutijulu, je fais hello Rémi. Je fais ah cool. Donc c'était relativement sympa de pouvoir lier un contact avec ces gens-là et d'avoir pu prendre le temps de rester des fois assis pendant 2-3 heures autour d'un feu à discuter simplement parce que bah en fait tu connais rien du tout, parles pas très bien leur dialecte, tu parles anglais mais eux ils le comprennent pas forcément tous très bien mais c'est pas grave. Tu as une forme de communication, tu vois, où tu leur montres des photos, des images, tu t'amuses à dessiner dans le sable, tu leur fais des tours de magie, tu t'amuses à essayer de dépecer, tu vois, les animaux alors que tu n'as jamais fait, à part dépecer des lapins, tu vois, je connaissais pas du tout ici, donc je savais pas dépecer un lézard, donc j'essayais de le faire et il rigolait parce qu'il fait ah c'est pas comme ça et tout, donne, je te montre et tout. Et donc t'as une certaine forme de passation de connaissances que j'ai beaucoup apprécié quand j'étais en Australie, alors que j'étais pas un initié, j'étais un blanc parmi tant d'autres qui débarquaient dans leur communauté en courant. Mais je pense que le fait d'arriver en courant et d'être tout seul avec ma petite remorque a fait que bah, tu brises la glace et t'arrives en étant, tu vois, pas sur un peu vulnérable parce que tu es tout seul, tu vois. Et j'ai eu cette chance de pouvoir être accueilli facilement parce que j'étais tout seul. Je serais arrivé, je pense, avec une équipe de tournage pour aller les rencontrer. J'aurais pas eu le même accueil. Il y aurait eu plus de distance. Enfin, tu vois, quand tu vois des gens débarquer avec des Ouais, ouais, ouais. suitcases, avec des caméras Ouais, et c'est tout déjà ça, biaisé quelque part, ouais. Mmh. bah, Ils viennent tu sais chercher que, quelque chose de précis et pas être ouvert à voilà, ce qui va arriver, quoi. Mmh. moi, je suis pas venu filmer. Enfin, si j'étais venu filmer cette rencontre, mais j'avais pas un schéma en tête de dire alors je veux euh, deux aborigènes assis comme ça, un qui dépece le machin, un qui tue le kangourou. Tac, vous avez cette scène-là. Hop, on la filme. Ensuite, les deux aborigènes, ils partent là-bas. Je venais pas faire ça. Moi, je venais juste les rencontrer. Et quand je pouvais, je leur demandais, je fais ma caméra, je peux la poser comme ça et ouais, ouais. Donc je posais et je laissais tourner et ça prenait ce que ça prenait et puis voilà, c'est pas grave. Des fois, j'ai des films qui étaient pourris parce que bah l'angle n'était pas bien, etc. J'ai que des sons, mais c'est pas grave. Ça fait partie de l'immersion et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Ouais. Donc tu parles souvent du temps et de perdre son temps. Ouais, je dirais plutôt prendre son temps. Souvent les gens disent: «J'ai pas le temps», mais on dit: «Le temps, on ne l'a pas, on le prend», en fait. Tu le prends, tu vas le prendre pour ce qui compte, mais effectivement, qu'est-ce qui est perdre son temps? Attendre et voir ce qui se passe? Ou est-ce que c'est courir après des choses qui nous mènent de toute façon pas vers le bonheur,
c'est ça. ni vers la richesse de l'expérience humaine, hein. Mais moi, pour moi, le mot perdre son temps, c'est d'être capable de s'asseoir et de laisser venir les choses sans avoir un but précis et d'être juste là à contempler, à juste apprécier. Et en fait, effectivement, avec notre mode de vie à l'heure actuelle, ça serait d'avoir cette sensation de perdre son temps. Et c'est ce que je dis aux gens, je fais apprenez justement, en restant en lien avec notre mode de vie, apprenez à perdre votre temps, parce que ça serait une grande richesse de pouvoir être là à contempler les choses et de dire, eh bien aujourd'hui, je n'ai rien foutu. Mais alors, rien fait. Mais c'était génial. Vous coupez le téléphone, tu coupes tout, tu pars, tu prends un bouquin, tu vas te poser dans une forêt. Voilà, t'es juste bien. Et il n'y Ah a pas de bruit, il carrément. n'y a rien. Et t'as rien fait en soi. T'as juste été te promener, t'as juste lu un peu de livres, tu t'es retrouvé avec toi-même. Et ça, je pense que quand on arrivera à faire ça et d'arrêter de courir après le temps pour essayer d'optimiser tout, puis on aura fait un grand pas en avant. Mais c'est vraiment une question de point de vue, hein, le point de vue, capitaliste productiviste, faire quelque chose, ou le Ça, ouais. point de vue de richesse humaine. Parce que tu as fait quelque chose, tu es allé te promener en forêt, tu as respiré, tu as écouté, tu t'es retrouvé, tu as réfléchi, tu as été plus créatif dans tes pensées, tu as fait beaucoup de choses en fait, mais pas d'un point de vue productiviste. Voilà. Non, j'ai pas rapporté de la thune à notre mode de fonctionnement très capitaliste. J'ai rien rapporté de constructif sur notre mode de vie. Alors Voilà. que je me suis apporté d'autres choses et, et c'est tout là le paradoxe, c'est que je pense être très riche de beaucoup de choses que d'autres n'ont pas, mais on évalue à l'heure actuelle la richesse en ayant de l'argent. Et je ne suis pas quelqu'un de très riche financièrement, mais je suis quelqu'un de très riche de plein de choses, de ce que j'ai vécu, de personnes que j'ai rencontrées. Ça vaut pour moi énormément de choses, mais il faut malheureusement un peu des deux parce que notre mode de vie nous pousse à devoir avoir de l'argent pour pouvoir vivre, je ne veux pas dire comme tout le monde, parce que le terme n'est pas très juste, mais pour pas être décalé par rapport à cette société, même si très souvent j'ai envie de vivre en étant décalé parce que ce mode de vie ne m'aspire plus du tout. Je me sentais, même si j'ai un mode de vie maintenant très différent, avec en étant papa et en ayant des responsabilités, et je dirais face à ma fille et mon beau-fils, principalement là-dessus, mais mais je vivais plus libre ou en ayant cet esprit plus détaché. Par exemple, quand j'étais en Australie, à en baver comme jamais, à pleurer quand j'en avais envie, à me sentir mal, mais je me sentais plus libre et plus vivant en ayant que dalle qu'en étant maintenant ici, en ayant tout, un toit, de l'eau à profusion, de la nourriture, etc., en allant au supermarché, où j'ai l'impression de ne pas avoir autant de choses que ce que je pouvais avoir là-bas, alors que j'avais rien. Ouais. Ouais, tu un retour à un lien vrai au monde quelque part. Tu as faim, tu manges quand tu peux, ton temps, oui, Exact, tu quand tu es fatigué, tu te poses, quand tu es en forme, tu te lèves. C'est pas, 9-12, et puis la c'est pause, ça. c'est de 12 à 12h30 ou 12 à 13, voilà. C'est un temps beaucoup plus vrai, ouais. Mais Mmh. quand tu as cette abondance qu'on a ici, eh bien, les choses deviennent fades et ça devient bah, presque logique. J'ai envie de boire, j'ouvre le robinet, j'ai l'eau qui coule au robinet et voilà, j'ai à boire. J'ai envie de manger, j'ouvre le réfrigérateur, j'ai à manger. Ah mince, il n'y a plus rien dans le réfrigérateur. Je prends un objet qui s'appelle une carte bleue, je vais au supermarché à côté, j'achète, je reviens, j'ai à manger dans mon réfrigérateur. Donc tout d'un coup, l'abondance et le fait d'avoir cette accessibilité à tout, eh bien, rend les choses très simples, très faciles. Les Mon traiteurs, ordinateur tout. me lâche et ne fonctionne plus. Je vais sur Amazon, tac, 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 ordinateur, acheté. En 3 jours, il est là. Merci, on n'en parle plus. Et du coup, ça rend les choses fades et plus authentiques. Alors que quand tu es en manque de nourriture, en manque d'eau, etc., et, euh, et quand tu fais des vraies rencontres, elles sont authentiques, elles sont sincères, elles sont belles et elles sont justes. Quand tu trouves de l'eau, eh bien tout d'un coup, tu apprécies chaque goutte d'eau que tu bois. Tu te dis, putain, c'est bon, c'est frais. Ah, c'est comme ça de l'eau, etc. Quand tu prends une douche, toi, on en parlait, je t'en disais tout à l'heure, prends une douche pour se laver. On se lave pas ici quand les gens ils disent, ah, ben, je peux prendre une douche, je vais me laver. Non, tu vas juste te rafraîchir. Mais on va pas se laver parce que
c'est juste parce que tu as travaillé toute la journée et qu'on vit dans un monde où on a des relations avec d'autres, etc. Mais je peux t'assurer que t'es pas sale, hein. En revanche, si tu restes pendant 15 jours, 3 semaines dehors, en train de retourner de la terre, en train de vivre au milieu de nulle part, tu vas avoir une couche de saleté sur toi, de poussière, etc. Et moi, j'ai vraiment appris à apprécier une vraie douche pour me laver. Ou des fois, quand j'étais dans le bush et que je rencontrais des endroits perdus de nulle part où il y avait une toute petite maison où ils me proposaient d'aller prendre une douche et que ça faisait 3 semaines, un mois, tu vois, que j'avais pas pris de douche. Quand tu te mets en dessous, tu sens l'eau qui tombe sur tes cheveux, ça coule sur ton visage, sur tes épaules, et tu fais «Oh mon Dieu, c'est un truc de dingue». Et là, tu mets la main dans les cheveux et tu sens toute la saleté. Tu regardes à tes pieds, tu as un truc rouge, rouge ocre, marron, noir qui coule et tu fais «Ah ouais, j'avais vraiment besoin de me laver». Et là, tu ressens, tu dis, là, je me lave. Là, je suis vraiment en train de me laver. Et tu apprécies ce moment qui est très, très agréable. Et là, tu te dis, c'est vraiment ça, en fait, les petits détails qu'on a et qu'on ne retrouve pas de la même façon dans la vie de tous les jours. C'est la fin de cette première partie, avec cet incroyable aventurier qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Et c'est ce que nous allons continuer à faire la semaine prochaine avec le récit de son défi Calvi-Monaco, 180 km prévus, devenu 250 à la nage en autonomie. Et on va le voir, cette traversée fut loin d'être évidente, la mer Méditerranée n'étant paisible que dans nos imaginaires non avertis. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet. Storyfix soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices. Donc, si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux, abonne-toi, parle-en à un ami, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Merci à toi pour ton écoute et à Ice Adventure pour le soutien apporté à cet épisode. À bientôt!